Cible, Ouganda. Mission, Wakaliwood. Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon défi Un mois, un pays, un livre, une recette. Le concept est simple, explorer une culture à travers ses pages et ses fourneaux pendant 30 jours. Mais attends, par contre, tu vas quand même pas explorer ça aussi avec leur style vestimentaire, parce que là, voilà, c'est mieux. Après avoir quitté les archipels des Philippines, nous restons sous les tropiques, mais nous changeons de continent pour atterrir en Afrique de l'Est. Bienvenue en Ouganda. L'Ouganda est considéré comme la perle de l'Afrique, mais pourtant on n'y trouve pas de production de perles. Traversé par l'équateur, c'est un pays enclavé entouré par le Soudan du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Si vous cherchez la mer, vous la trouverez pas, mais l'eau est partout. On y trouve notamment le majestueux lac Victoria, qui est l'une des sources du Nil. Un conseil d'amis par contre, admirez-le de loin, parce que entre les hippopotames, les crocodiles et des petits vers pas très sympathiques pour la peau, la baignade y est fortement déconseillée à certains endroits. Le paysage est marqué par une altitude moyenne de 1100 mètres, grimpant jusqu'aux 5100 mètres du mont Stanley, montagne à cheval avec la RDC. Attends, mais c'est plus haut que le Mont Blanc, ça! C'est à combien de mètres le Mont Blanc? 1200? L'Ouganda est un sanctuaire de biodiversité avec 10 parcs nationaux où l'on croise notamment les fameux Big Five, mais aussi les derniers gorilles des montagnes. On y trouve aussi des curiosités comme le Lobelia teleki, une plante qui ressemble étrangement à un Chewbacca végétal, ou le bec en sabot du Nil, un oiseau au look préhistorique. Sur le drapeau, c'est la grue couronnée qui trône fièrement. Regardez-moi ça comme elle est belle. Passons maintenant à l'histoire et à la politique. Et quand on parle politique, on a souvent une dictature ou une colonisation qui traîne pas loin. Et là, bonus, on a les deux. Bingo! Avant la colonisation, l'Ouganda n'était pas un territoire unifié, mais un carrefour de royaumes très puissants et organisés, comme le Bunyoro ou le fameux Buganda, qui a donné son nom au pays. À la fin du 19e siècle, les Britanniques débarquent et en font un protectorat en 1894. Leur stratégie politique? Le fameux diviser pour mieux régner. Ils vont s'appuyer fortement sur le royaume du Buganda pour administrer et dominer les autres régions, ce qui va semer des graines de profondes tensions ethniques. Eux, ils divisent pour mieux régner. Moi, je règne pour mieux diviser. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on aime. C'est aussi sous cette domination coloniale que les Britanniques lancent la construction de l'Uganda Railway, un chemin de fer titanesque reliant le pays à l'océan Indien. Pour ce chantier colossal, ils font venir des dizaines de milliers de travailleurs d'Inde et une grande partie de ces travailleurs s'y installera définitivement, formant la riche communauté indo-ougandaise et expliquant la présence de chapati dans un célèbre plat ougandais dont on parlera plus loin. Ils ont fait venir des cochons aussi d'Inde? Des cochons d'Inde? Puis vient l'indépendance en 1962. Et avec elle, les heures sombres des années 70 sous la dictature d'Idi Amin Dada. Pourtant, c'était mignon comme nom. Idi Amin Dada. Mais non. C'était pas fun. Ce dernier expulsera violemment les Indo-Ougandais et son régime répressif fera près de 300 000 victimes. Aujourd'hui, le pays est dirigé d'une main de fer depuis 40 ans par Yoweri Museveni. Si le cadre est officiellement présidentiel, la réalité est celle d'une censure forte et de lois anti-LGBT parmi les plus répressives au monde, incluant la peine de mort dans certains cas de récidive. Au-delà de l'aspect purement politique, l'Ouganda est un pays de contraste. On y fabrique des voitures modernes, les Kiira, tout en maintenant des traditions ancestrales avec une trentaine de monarchies purement représentatives. Pour comprendre mon introduction un peu spéciale, parlons culture. L'Ouganda abrite le phénomène Wakaliwood, un studio de cinéma artisanal à Kampala, célèbre pour ses films d'action ultra fauchés tournés avec des hélicoptères en ferraille et un narrateur qui hurle par-dessus l'image. Un chef-d'œuvre du système D.
au-delà de l'action, l'Ouganda est aussi très friand de telenovelas locales, où il est interdit de faire la promotion des couples LGBT. Sinon, tu peux aller en prison. Yay. L'élégance est également de mise. Lors des grandes occasions, les hommes portent le kanzu et les femmes le gomesi, une robe colorée spectaculaire aux épaules très pointues. Aïe, ça pique. Le quotidien est rythmé par la musique Baksimba et la danse Muwagola. Il y a d'ailleurs une expression locale, niégué niégué, qui décrit cette urgence ultime et irrépressible de se mettre à danser. Et là je le sens, le niégué niégué, oh, j'ai envie de danser, j'ai envie de danser. Enfin, côté curiosité, si l'on peut visiter les majestueuses tombes royales de Kasubi, le pays abrite aussi l'église de Bethel. Son record, c'est la plus petite église du monde. Elle ne peut accueillir que 3 personnes à la fois. Non, 3 c'est comme ça. 3 personnes à la fois. Je sais pas si Dieu est d'accord. En parlant de faits insolites, passons aux 3 faits inutiles mais fun. 1. Avec un âge médian d'environ 16 ans, la population ougandaise est l'une des populations les plus jeunes au monde. Ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. 2. En Ouganda, on a la banane. Parce que oui, un Ougandais consomme en moyenne entre 200 et 400 kilos de bananes par an. Et particulièrement de bananes plantains. C'est la base absolue de leur alimentation. 3. Après les jeepneys aux Philippines, ces jeeps allongés, en Ouganda ce sont les boda boda qui transportent la population et que l'on voit partout dans la capitale, Kampala. Leur nom vient de l'expression anglaise border to border, de frontière à frontière, devenu boda boda avec l'intonation locale. A l'origine, dans les années 80, ces motos transportaient les voyageurs à travers le no man's land séparant les postes douaniers du Kenya et de l'Ouganda. J'ai toujours envie de dire de l'Ouganda, je sais pas pourquoi. Côté littérature, j'ai commencé par un abandon. La première femme de Jennifer Nansubuga Makumbi. C'est l'histoire de Kirabo, une jeune fille cherchant sa mère dans l'Ouganda des années 70. Malgré un folklore passionnant, des personnages attachants et une plume qui explore la place des femmes ougandaises, le rythme était trop lent pour moi, donc j'ai préféré passer à une autre lecture. Parce que pour une fois, j'avais du choix. Incroyable! Je me suis donc plongée dans une écologie sans frontières de Vanessa Nakate. Et cette fois, je ne l'ai pas abandonnée. Dans cet essai percutant, la militante Vanessa Nakate dénonce l'injustice climatique. Alors que l'Afrique ne produit que 3% des émissions mondiales de CO2, elle subit de plein fouet les catastrophes. L'autrice lie écologie, éducation des filles et justice sociale, tout en racontant son parcours de militante de Kampala jusqu'aux tribunes internationales. J'ai adoré la partie concrète sur son engagement en Ouganda. C'est dur à dire, engagement en Ouganda. L'engagement en Ouganda, oui c'est dur à dire. En tout cas, j'ai adoré. Et c'est affligeant en fait de voir à quel point l'Afrique est oubliée des réflexions climatiques globales alors qu'elle est en première ligne de ses conséquences les plus graves. Oh, c'est bon, il fait déjà chaud là-bas. Qu'est-ce que ça va changer qu'il fasse un peu plus chaud? Il y a plein de gens qui vont mourir de faim. Génial. Un livre nécessaire, même si la fin est un petit peu plus théorique et m'a moins captivée. Passons maintenant à la cuisine ougandaise. Elle est variée avec en base le millet, le manioc ou les cacahuètes, selon les régions. Le roi des ingrédients, vous l'aurez compris, c'est le matoke, qu'on connaît sous le nom de banane plantain. Et pour les plus courageux, on trouve aussi des sauterelles ou des fourmis blanches frites, mais ça on reste un petit peu dans les mêmes thématiques qu'avec les Philippines. Mais le passage obligé, c'est le Rolex. C'est la street food par excellence. Une omelette avec des petits légumes, le tout roulé dans un chapati. Le nom Rolex vient de la contraction de rolled eggs, œufs roulés, rien à voir avec l'horlogerie suisse. Alors, pour être honnête, c'est John qui s'y est collé cette fois. Bon, il a triché un peu en utilisant des tortillas toutes prêtes au lieu de faire les chapatis. C'est toi qui m'as dit de tricher! Bon bref, la flemme, vous connaissez. Et oui, ça vous, c'est moi qui ai dit à John, tu peux prendre les tortillas, faites pas maison si tu veux. Et il m'a écouté. En tout cas, peu importe, c'était super bon et réconfortant, même si du coup l'utilisation de nos légumes habituels rendait le plat un petit peu moins dépaysant que prévu. Et voilà pour ce voyage en Ouganda, un pays complexe entre sa nature sauvage incroyable et une situation politique difficile. Il est maintenant temps de tirer au sort notre prochaine destination. Et là, je vais me faire un tour de rein pour attraper le pot. Alors, le mois prochain, nous partirons en
chez nos voisins, en Macédoine du Nord. Incroyable. Mais trop cool! Ah oui, le Macédoine du Nord, macédonien en bulgare, en fait c'est juste à côté de chez nous, c'est trop bien. Peut-être même qu'on ira sur place. Oh, bah non, je serai pas là le mois prochain. Dommage. Trop cool, la Macédoine du Nord. Et alors, pourquoi pas la Macédoine du Sud? Eh ben, on le saura le mois prochain. Merci d'être parti en voyage à mes côtés. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, pensez à cultiver votre curiosité. À très bientôt. Ciao. Ciao.